Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'entretien. Vous le savez, on fait des vidéos donc soit extraits de nos live histoires, soit extraits des entretiens que l'on réalise dans le cadre de nos documentaires pour la chaîne YouTube Rivenzi. Et cette fois-ci, on se retrouve avec donc Nicolas Patin et on est à la librairie Mola à Bordeaux. Merci beaucoup à eux de nous accueillir. Donc, là, c'est la version longue de cet entretien. Vous avez vu de nombreux extraits dans cette vidéo que je vous mets juste ici. N'hésitez pas à aller cliquer. Cette fois-ci, c'est ceux pour qui veulent un peu approfondir justement les notions qu'on a abordées dans le documentaire. On est avec Nicolas Patin, c'est parti. J'aimerais aborder avec toi la sortie de guerre, 1918-1919, et la création du Parti national socialiste qui est créé donc en 1920. Quel est le climat politique à ce moment-là? Et est-ce qu'il existe d'autres partis du même style que le NSDAP, d'extrême droite, völkisch, en Allemagne? Alors, la réponse est assez simple. C'est-à-dire que le climat en Allemagne, c'est un climat, je pense, dont on a du mal à se représenter à quel point il est violent, difficile et traversé par des émotions politiques qui sont complètement contradictoires. Pourquoi? Parce que d'un côté, voilà, prenons 1918, la date la plus importante, mettons peut-être même le 9 novembre 1918, le début de la République, dite plus tard de Weimar. C'est la fin de l'Empire. L'Allemagne vient de perdre une guerre. Il y a une révolution qui touche tout le pays. Là-dessus arrive un nouveau régime, une république, et le tout dans un pays où, et ça on a du mal à se rendre compte, c'est pas seulement une question du traité de Versailles qui va avoir lieu quelques mois plus tard, en juin 1919, c'est qu'en fait les combats ne se sont pas arrêtés. À l'est de l'Allemagne, en Pologne, il y a encore des combats, etc. Donc on est dans une situation politique, militaire et générale extrêmement compliquée, qui bouge d'heure en heure pendant des mois, avec la révolution allemande d'un côté, une tentative de révolution dans la révolution au mois de janvier 1919 par les forces les plus radicales de l'extrême gauche, et de l'autre côté du spectre politique, des anciens soldats qui n'ont plus à se battre, des membres de la bourgeoisie nationaliste jeunes qui veulent aller faire le coup de poing, qui se forment tout ensemble dans une espèce de bouillon de culture d'extrême droite, autour notamment de ce qu'on appelle les corps francs, les Freikorps, qui sont des milices paramilitaires. Ce qui est un peu compliqué à expliquer, c'est que c'est en même temps la République qui va former ces milices à partir des restes de l'armée pour se défendre contre la possibilité d'une révolution communiste, mais aussi pour maintenir l'ordre. Donc il y a énormément de choses. Il y a des milices de voisinage, Einwohnerwehr, il y a des milices paramilitaires qui combattent en Pologne pour garder le territoire polonais qui va ensuite être dépecé par le traité de Versailles. L'ensemble de ces milices paramilitaires et de ces corps francs, c'est entre 250 000 et 400 000 personnes. En fait, ces gens-là, qui vont soit lutter contre les communistes, soit se battre pour l'Allemagne éternelle, soit essayer vraiment les armes à la main de défendre le statu quo, ces gens-là, c'est en fait la naissance de l'extrême droite radicale allemande. Et pour répondre à la deuxième question, le DAP, le Parti des travailleurs allemands, qui devient ensuite, une fois qu'Hitler y arrive en 1919, en août 1919, août-septembre, qui devient le NSDAP, le Parti national socialiste des travailleurs allemands, ce parti-là, désolé, mais c'est une blague, en fait, personne ne le connaît. On estime dans ces années-là qu'ils sont 5000 membres. Pour vous donner un ordre d'idée, et pour te le donner à toi, vous avez à côté de ça, il y a le Deutsche Völkischer Trans- und Jung- und Trunzbund, peu importe, la Ligue de défense völkisch allemande, ils sont 180 000. Donc en fait, on a énormément de milices. Ce milieu-là, on l'appelle le milieu völkisch. Völkisch, ça vient de folk. C'est pas le peuple, völkisch, c'est vraiment l'extrême droite ethno-nationaliste, raciste et antisémite. Donc aujourd'hui, il y a des traductions un peu étranges. Non, à l'époque, völkisch, ça veut dire quelque chose, ça ne se traduit pas d'ailleurs. C'est vraiment, on est völkisch. Et les nazis, très peu au départ, viennent de ce bouillon de culture-là. Alors on va dire que ce qui est spécifique chez Hitler, c'est qu'il a été ancien combattant, mais il n'a pas participé au corps franc, alors que la grande majorité des premiers nazis ont tous participé au corps franc, etc. Et ils vont fonder ce parti-là, mais qui au départ est extrêmement minoritaire. Donc c'est ça qui est compliqué. Comme les nazis ont réussi par la suite, on a tendance à aller chercher dans ces années-là ce qui fait leur différence, pourquoi ils étaient meilleurs et tout. Et en fait, il n'y a pas de réponse, pas du tout, pas du tout. À l'époque, même le grand parti d'extrême droite, pour le coup, hors des milices paramilitaires, le DNVP, le Parti national allemand, le Parti populaire national allemand, ils ont 800 000 membres.
Donc à ramener ça au parti nazi qui a 5000 militants, on voit que c'est un tout petit morceau de l'extrême droite bavaroise. Et ce qui le caractérise, c'est la puissance de son antisémitisme. C'est vraiment la différence, on va dire, les deux différences du NSDAP et du parti nazi par rapport à tout ça. C'est malgré tout la personnalité d'Hitler, qui est un meilleur orateur que ce qui existe dans les autres organisations dont je viens de parler. Et c'est que l'antisémitisme, la lecture d'un antisémitisme racial, les autres sont aussi antisémites. Mais dans le nazisme des premières années, l'antisémitisme explique tout. Explique la défaite allemande, explique tout ce qui va mal, explique la lutte des Aryens et des Juifs sur Milan, etc. Et c'est ça un peu la différence. Mais au départ, même jusqu'en 1900, et là la date est ouverte, hein, mais le putsch de la brasserie en 1923, ou même après, le parti nazi en fait est très très faible. Et c'est un parti qui, comme tu disais, se compose en grande majorité donc, de corps francs. Tu as commencé à évoquer le putsch de la brasserie. Et ensuite, après ce putsch de la brasserie, Hitler passe à peine 1 an en prison. Et donc, il y a un revirement dans ce parti qui se dit il faut qu'on passe par la voie légale, entre guillemets. D'où vient cette réflexion et comment elle s'inscrit, cette voie légale? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en fait, jusqu'en 1923, et la date et pourquoi 1923, c'est parce que c'est le moment où Hitler va tenter son putsch. D'ailleurs, à l'époque, on ne parle même pas du putsch d'Hitler, c'est le putsch de Hitler-Ludendorff, parce que dans ce putsch de déstabilisation du gouvernement républicain, il y a Erich Ludendorff, le plus grand général de l'armée de 14-18. Ce putsch qui a lieu le 9 novembre 1923. Dans le même temps, il y a une tentative de révolution, de révolte communiste à Hambourg qui va échouer. C'est vraiment l'apogée des déstabilisations de ce qu'on appelle la sortie de guerre, de ces années de crise qui suivent 1918, 19, 20, 21, 22, 23, où en fait on a la République qui malgré tout s'installe, mais des contestations très fortes à gauche et à droite, à l'extrême gauche et à l'extrême droite, et où notamment à l'extrême droite, tous ces anciens militaires vont commettre des assassinats, vont s'intégrer dans des groupes terroristes qui s'appellent par exemple l'Organisation Consul, ou l'Orgesh, en fait des petits groupements paramilitaires clandestins qui mettent en place des assassinats. On pense à l'assassinat, alors ils assassinent les gens qu'ils considèrent être responsables de leur malheur. Les hommes politiques républicains, comme Walter Rathenau en 1922, la personne qui a signé le traité de Versailles, Matthias Erzberger, est assassinée aussi. Mais ça, c'est 2 personnes, mais en fait, il y en a des centaines. Il y a plus de 400 assassinats politiques. Et dans ces assassinats-là, il y a en fait ce bouillon de culture, de clandestinité paramilitaire terroriste, ou même ils pratiquent ce qu'on appelle les assassinats de la femme morde, c'est-à-dire l'assassinat, c'est très dur à traduire, l'assassinat, le crime d'honneur, où en fait ils vont aussi tuer des gens dans leur propre rang quand ils estiment que leurs anciens camarades trahissent la cause. C'est ce que va faire Edmund Heines quand il assassine un de ses anciens camarades en 1921 du côté est de la Silésie. Donc il y a ce milieu-là. Et Hitler, dans ce cadre-là, 1923 rajoute quelque chose, c'est que c'est la crise de l'hyperinflation. Alors pour être très rapide, les troupes françaises et belges occupent la région la plus industrielle de l'Allemagne, la Ruhr, parce qu'ils considèrent que l'Allemagne ne paye pas assez vite, en gros. Et ils vont se servir sur le pays. Les Français et les Belges, ils vont se servir dans les industries allemandes, sauf que le gouvernement en place déclare la résistance passive. Il dit aux ouvriers, si vous faites grève et que vous ne produisez plus d'acier, de ce que vous voulez, on vous paye quand même. Et ça va générer une hyperinflation énorme. Elle est assez connue, cette crise de 23. 1 mark égale 4,2 $ en début d'année. À la fin, 1 mark est égal à 4 milliards de dollars. Donc il y a vraiment, à moins que ce soit, attendez, à moins que ce soit l'inverse. Non, c'est ça, 4 milliards de marks égale 1 $, excusez-moi. Et ça, cette crise-là, elle sédimente à la fin de l'année. C'est pour ça qu'Hitler pousse un peu son avantage. À l'époque, encore une fois, il pèse très peu dans la Bavière, dans l'extrême droite bavaroise. Il tente, avec l'aide de Ludendorff, qui lui pèse beaucoup plus, et avec Ludwig, qui est un ancien militaire, il tente ce coup d'État qui va complètement rater. Il part en prison, Heines l'accompagne, et quand il est libéré, on voit que le parti nazi a déjà 4 ans et demi de lutte derrière lui, et Hitler déclare la voie légale. Alors il y a d'énormes conflits dans le parti, il y en a qui veulent continuer à lutter les armes à la main, notamment dans la SA, l'armée révolutionnaire du parti, les sections d'assaut.
Et Hitler, lui, dit non, on a raté, ce putsch est un échec, il faut donc essayer de conquérir l'État d'une autre manière, et cette autre manière, ce sera les élections, ce sera la voie légale, tout en sachant qu'en fait, ce discours-là, qui va être celui du nazisme de 1925, la libération, Hitler est libéré en décembre 24, la refondation du parti a lieu en février 25, et cette voie légale qui dure de 25 à 33, en fait, n'est légale que pour ceux qui ont vraiment envie de la voir comme telle, puisque en parallèle, on réhabilite les anciens assassins, la violence dans la rue continue avec des formes d'agression envers les militants de gauche. Donc en fait, le nazisme joue sur les deux tableaux, c'est-à-dire la menace physique, l'intimidation dans la rue, et de l'autre côté, la conquête par la propagande des voix électorales, ce qui va par ailleurs, on peut se le dire, jusqu'en 1928, être un échec absolu, puisqu'aux élections de mai 1928, le parti nazi fait 2,6% des voix, ils obtiennent 12 députés. Voilà, autant vous dire qu'à l'époque, c'est extrêmement peu, et qu'encore une fois, si on prend une photographie de l'Allemagne en 1900, mettons au début 1929, le parti nazi, c'est rien. C'est ah oui, cet obscur parti bavarois avec ce type à moustache qui a essayé de faire un coup d'État raté en 1923. Voilà ce que c'est. Tu parlais de 1928, justement, 2,6%. Aux élections. Septembre 30, donc à peine 2 ans après, on est à 18,3% de voix pour le parti nazi. Qu'est-ce qui explique en 2 ans qu'on passe d'un parti, comme tu disais, ultra minoritaire à l'une des plus grandes puissances politiques du pays? Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, par rapport au fascisme italien, où on a, en gros, si on veut être pédagogique, il y a 3 ingrédients dans la victoire nazie: la victoire dans les urnes, la victoire par la violence dans la rue et la compromission des élites. Dans le cas italien, on a la compromission des élites, Victor Emmanuel III, qui confie les clés du château à Mussolini. On a la violence dans la rue, la marche sur Rome, ce défilé symbolique d'une, j'allais dire une poignée, mais de presque 20 000 chemises noires, mais on revendique 200 000, mais ils sont 20 000. Mais on n'a pas les victoires électorales. Jamais Mussolini n'a réussi à conquérir des pans entiers de l'électorat italien. C'est le cas pour Hitler. Et effectivement, tu l'as dit, on passe d'un parti qui n'existe pas. Ce qui est intéressant, c'est de lire par exemple le journal de Joseph Goebbels, le responsable de la propagande du parti nazi dans ces années-là. Le lendemain des élections de 1928, la douche froide est une douche glacée. C'est-à-dire qu'il écrit lui-même dans son journal intime. Il essaie de se remonter le moral. Il dit oui, bon, la gauche a fait un bon score, etc. Mais il le dit, il l'écrit. En fait, il est extrêmement déprimé parce qu'il se dit on ne va jamais y arriver. 1928, 2,6%, 12 députés, c'est vraiment une catastrophe. Pourquoi, 2 ans plus tard, 107 députés, 18,3%, c'est-à-dire quasiment doublement par 10, etc. Il y a une réponse simple, et trop simple, qui consiste à voir qu'entre ces 2 dates, il y a la crise de 29, il y a la crise de Wall Street, le jeudi noir, ou la crise financière, qui est une crise en fait de spéculation boursière basique, va dégouliner dans l'économie européenne, et notamment allemande, parce que l'Allemagne est très très dépendante des capitaux américains, du fait du traité de Versailles, mais pas que, et que l'Allemagne fonctionne sur des grosses industries. Donc en fait, quand on ferme une usine en Allemagne, c'est pas comme en France, il n'y a pas 200 personnes sur le tarmac, il y en a 3000, ou 5000, ou 6000. Ce chômage-là et cette crise-là, ils vont avoir un impact décisif sur la radicalisation du champ politique. Mais, encore une fois, attention à l'anachronisme et à la téléologie. Quand on dit ça, on a l'impression que le nazisme capte l'intégralité de cette crise. Ce n'est pas du tout vrai. C'est-à-dire qu'en réalité, cette crise, elle pose un contexte général, mais quand on regarde dans le détail, ce qui va se passer entre crise de 29, octobre 29, et les élections, mettons, il y a 11 mois, 14 septembre 1930, il y a 11 mois, il y a beaucoup d'autres facteurs. Il y a d'abord l'écroulement de la droite allemande. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va donner le carburant, qu'est-ce qui va proposer aux électeurs cette idée que les nazis vont faire mieux que les autres, c'est que tout simplement le grand parti d'extrême droite dont on a déjà parlé, le DNVP, s'écroule complètement. Pourquoi? Alors bon, là on rentre dans des détails très précis de politique politicienne, mais c'était le grand parti anti-Versailles, anti-gouvernement, etc. Qu'est-ce qu'ils font? En 1924, ils rentrent au gouvernement en signant un truc qu'ils avaient dit qu'ils n'allaient pas signer, le plan Dawes. Donc en fait, leur électorat se dit, mais attendez, ça fait 4 ans qu'ils disent qu'ils vont faire ça, ils ne le font pas, donc ils sont discrédités. Cet électorat-là, il ne va pas aller vers le centre, il va aller direct vers l'extrême droite. Le parti de Stresemann, Gustav Stresemann, le grand homme politique, ministre des Affaires étrangères, qui a un parti à lui qui s'appelle, dont il est le plus grand représentant, qui s'appelle le Parti populaire allemand, qui est un parti de droite, un peu très bourgeois, etc. Stresemann meurt. Donc en fait, il n'y a plus personne dans ce parti-là, qui va lui aussi glisser vers l'extrême droite. Et puis, il y a le plan Young, un plan de renégociation du traité de Versailles, et les nazis vont aider
vont être aidés par un grand responsable des médias qui s'appelle Alfred Hugenberg, qui va mener une grande lutte contre le plan Young en faisant marchepied Hitler. Donc vous voyez, il y a vraiment... il y a le côté, la crise de 29, c'est la cause principale, mais la manière dont ça catalyse dans le contexte allemand avec tous ces éléments-là de politique politicienne, on a toujours l'impression que le nazisme arrive dans un champ politique qui est vide. Pas du tout. Ce champ politique-là, il est ultra rempli et on ne comprend pas bien si on ne comprend pas qu'en fait les nazis ont réussi en fait, petit à petit à conquérir d'abord l'extrême droite völkisch, puis toute l'extrême droite, puis toute la droite, et que c'est comme ça qu'ils ont réussi à conquérir ces 20%. Puis ensuite, évidemment, la crise du gouvernement qui a commencé par une dissolution en mars 1930, elle devient une crise généralisée, et là, nouveau coup de théâtre, les nazis vont dépasser ce potentiel-là électoral pour aller beaucoup plus haut en captant cet électorat-là. C'est intéressant parce que j'ai eu le monde nazi sur le chapitre juste avant, donc du coup il y a des éléments que tu rajoutes et tout, c'est très intéressant. Et donc il y a aussi donc évidemment tu parles du coup de cette évidemment il y a tout ce champ politique là, tu parles un peu des électeurs aussi. Il y a Theodor Geiger qui parle d'une panique de la classe moyenne. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette panique de la classe moyenne et qui vote en fait aussi pour les nazis? Alors, une fois qu'on a le paysage, c'est-à-dire qu'en fait, alors, le paysage, évidemment, il est beaucoup plus complexe parce qu'à l'époque, il y a une proportionnelle intégrale en Allemagne, donc des partis, il y en a beaucoup. Donc c'est vrai que ce paysage-là, même si on veut être pédagogique et très rapide, si on ne le connaît pas, on comprend moins bien, mais une fois que les nazis sont à 20%, mettons, et que de l'autre côté, on a les communistes à 10-15%, les socialistes, etc. Le centre et la droite traditionnelle, en 2 ans, dans une crise où le niveau de chômage va monter de 1 million, 2 millions, 3 millions jusqu'à 6 millions. Dans certaines zones, 40% de chômage, 80% de chômage dans certaines zones industrielles. Une fois qu'il y a la violence dans la rue, avec des combats entre communistes et nazis qui font 400 morts, par exemple, en 1932. Une fois que les gouvernements se cassent la figure les uns après les autres, avec des dissolutions qui se succèdent, etc. Le centre et la droite, ils sont en fait... Il y a une clarification, il y a une simplification, mais en fait ces mots sont trop positifs. Il y a un appauvrissement de l'offre politique que les nazis ont très bien compris pour ces gens-là, qui est de dire soit vous votez ou vous militez pour le SPD, le Parti social-démocrate. Nous, ça nous fait rigoler, social-démocrate, mais à l'époque c'est quand même un parti, même si c'est un parti de gouvernement, c'est un parti qui a été révolutionnaire, hein, c'est le grand parti marxiste européen de l'époque, ou pour les communistes. Donc soit vous êtes rouge, soit qu'est-ce qui reste à droite et au centre? Alors il y a les catholiques. Les catholiques, ils restent catholiques, ils ne bougent pas, ça, il n'y a pas de problème. Il y a un tiers de catholiques allemands à l'époque. Soit, c'est l'extrême droite. Et en fait, il faut toujours imaginer que cette crise est extrêmement rapide. Encore une fois, septembre 30, les élections qui suivent, elles ont lieu en juillet 32, donc c'est très rapide, c'est à peine 2 ans. La bourgeoisie allemande et la bourgeoisie protestante et la bourgeoisie rurale, et ce début de classe moyenne qui est en train de naître, Hitler arrive à les mettre face à un choix très simple, nous ou les rouges. Le choix va être fait très vite. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on regarde les dynamiques électorales, alors on entend beaucoup de bêtises aujourd'hui, malheureusement, parce que aussi, dans l'historiographie, vraiment dans la science historique, on a les connaissances. Il y a un chercheur allemand qui a fait tout ce travail-là, qui s'appelle Jürgen Falter, mais ce n'est pas traduit en anglais, ce n'est pas traduit en français. Donc partout, on entend dire c'est les ouvriers qui ont voté pour Hitler, c'est les chômeurs qui ont voté pour Hitler. C'est tentant de se dire que c'est les chômeurs qui ont voté pour Hitler. On voit la courbe du chômage, on voit la courbe du vote nazi. Sauf qu'en fait, ce n'est pas vrai. C'est la petite bourgeoisie rurale protestante, ce début de classe moyenne, une toute petite partie du monde ouvrier, mais alors vraiment très faible, et surtout ces gens qui d'habitude votaient à droite ou à l'extrême droite conservatrice, qui vont tous se rallier, et toutes, puisque les femmes aussi, se rallier au nazisme, ce qui explique que le 31 juillet 1932, élections qui suivent, nouvelle dissolution, le parti là explose les scores et obtient 37,3%, c'est le meilleur score. C'est le 2e meilleur score de la République de Weimar, après le Parti social-démocrate en 1919. Donc là, on est face à quelque chose qui, qu'on le veuille ou non, on est face à quelque chose qui est inédit complètement dans l'histoire allemande. Voilà, 37, quasiment 40% des Allemands qui votent pour ce parti d'extrême droite. Alors évidemment, mais je sais que tu auras sûrement une question là-dessus, ils ne votent pas pour le parti nazi des années 20, avec un programme purement antisémite, raciste, etc. Là, ça n'a pas de sens. Sinon, je le dis toujours d'une manière très simple, on fait un syllogisme. Les Allemands sont antisémites, le parti nazi est antisémite, donc les Allemands votent pour les nazis. La réalité est la suivante, les Allemands sont très antisémites, le parti nazi est extrêmement antisémite, mais ce n'est pas pour ça qu'ils votent pour le parti nazi. Ce syllogisme, il ne fonctionne pas sur la fin, quoi.
Justement, on parle du programme. C'est un programme, le programme nazi, c'est un programme qui s'illustre en 25 points. 25 points, dont évidemment, où il y a beaucoup de points très portés sur l'antisémitisme, ou en tout cas, il y a une vraie empreinte raciale sur le point. Mais il y a des points très précis aussi qui pourraient se rapprocher vraiment de programmes, on pourrait dire, de gauche ou socialistes, avec il y a la nationalisation de grandes entreprises, il y a l'augmentation des retraites, par exemple, aussi. Donc, est-ce que finalement le NSDAP, avec cette composante sociale qui est dans son nom, est un parti de gauche ? Je ris parce que c'est vraiment la question. 70 ans de recherche se résument sur les réseaux sociaux. Je ne citerai pas du tout X à est-ce que les nazis étaient de gauche, est-ce que les nazis étaient de gauche, qui est en fait un hoax de guerre froide et qui a été repris par Éric Zemmour, etc. Et donc on passe notre temps, pour le dire avec un vocabulaire actuel, à débunker le truc H24. Alors, comme on a un peu de temps, pour la version longue, et en fait, déjà, il y a beaucoup de malentendus dans cette question-là. C'est-à-dire que, déjà, premier point, on ne peut pas ramener le programme nazi aux 25 points de février 1920. C'est le seul programme officiel qu'on connaît du nazisme, donc il s'est trouvable partout, y compris en langue française. Donc il y a 25 points, retirer la nationalité aux ennemis de l'Allemagne, les points que tu as cités. Mais en fait, ce programme-là, c'est un programme contextuel. On retrouve la même chose pour le Parti national fasciste de Benito Mussolini. Il y a le programme des faisceaux de combat en 1919, où il y a des éléments sociaux. 1920, le programme du Parti national fasciste, c'est plus du tout la même chose. Il y a beaucoup d'évolutions. Le corpus nazi, même si on adjoignait à ce programme en 25 points Mein Kampf, 800 pages de logorées écrites par Hitler en prison, même si on adjoignait à ça le second livre, beaucoup moins connu d'Hitler, qu'il écrit en 1928, on n'aurait pas ce qu'est le programme nazi, parce que le programme nazi, c'est de l'oral d'abord. C'est des discours sans fin de Hitler, de Goebbels, de tous les orateurs du parti. Heureusement, ils sont publiés. Pour ce qui est d'Hitler, ça fait 5178 pages, je recommande la lecture, c'est incroyable. Donc déjà, on se trompe quand on dit le parti nazi pense ça. Déjà, c'est 10 ans de lutte avec des officines qui ne sont pas toujours d'accord. La SA, les sections d'assaut, l'armée révolutionnaire nazie a déjà une manière de voir les choses assez différente et parfois en opposition avec le parti, ça c'est difficile à comprendre. On reprend, si on pense à Edmund Heines, il crée une rébellion contre le parti depuis la SA en 1927 en considérant que le parti est trop réactionnaire. Donc vous voyez, déjà, avant de rentrer dans le débat de ils étaient de gauche, il faut déjà se rendre compte qu'un parti comme ça, il y a des conflits, une histoire, une évolution. Alors maintenant, si on essaie de prendre un peu de distance pour répondre à cette question-là, autant Mussolini vient de la gauche, même si ensuite il va tourner très rapidement ses armes contre la gauche, pour le patronat, contre la répression du mouvement ouvrier italien dans le biennio Rosso, voilà, clairement les Facci tapent des ouvriers à coups de bâton et leur font boire de la ciguë, pas du tout, de l'huile de ricin, parce que de la ciguë sinon ça aurait été un peu quand même compliqué. Pour ce qui est du nazisme, en fait, là vraiment c'est une grosse bêtise de penser qu'ils sont de gauche, je m'explique. L'enracinement, encore une fois, du NSDAP, c'est le milieu völkisch. Tout le monde le sait à l'époque. Personne ne se dit est-ce qu'on les mettrait à gauche ou à l'extrême gauche. Quand ils arrivent en force au Reichstag en 1930, ils sont à l'extrême droite. Personne à l'époque ne se dirait tiens, est-ce qu'ils sont socialistes ou marxistes. Quand on lit les premières pages d'Hitler dans Mein Kampf, toutes les 200 premières pages, c'est la haine des rouges. Les rouges, les marxistes sont tous juifs. Donc déjà, il met dans le même sac les communistes et les socialistes. Rien que pour l'époque, voilà, c'est dire la culture qu'il a du marxisme. Donc, on a un mouvement qui est anti-marxiste, qui s'inscrit dans l'extrême droite, raciste, et qui se pense à l'extrême droite. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Et d'ailleurs, si on veut tirer le fil de tout ça, quand ils arrivent au pouvoir, leurs premières actions, c'est de détruire les syndicats de gauche, les partis de gauche, d'assassiner les militants de gauche. Donc, il n'y a aucune ambiguïté sur la filiation idéologique, organisationnelle et politique du parti nazi. Alors maintenant, vous allez dire, d'accord, parti national-socialiste. Voire même, dans certains groupements de la SA, certains qui se revendiquent nationaux bolcheviques. Donc là, voilà, là, on rentre dans le détail, des Ernst Nikisch, des choses comme ça, des gens que, voilà, sur les réseaux sociaux, les gens ne lisent pas ça, parce qu'ils n'ont pas envie de bosser. Alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, et là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, moi, à la base, j'ai travaillé sur Joseph Goebbels. Joseph Goebbels, c'est quelqu'un qui est ambigu. Pour moi, c'est la personne qu'on pourrait, si on ne s'y attarde pas trop, si on va trop vite, le rapprocher le plus d'un Mussolini. Pourquoi? Parce que Goebbels, il lit Lénine.
Il admire Lénine. Les premières affiches qu'il met pour ses propagandes à Berlin dans les années 25-26, c'est Lénine oder Hitler, Lénine ou Hitler. Et typiquement, comme Goebbels, c'est quelqu'un qui a lu Dostoïevski, qui a lu Tolstoï, en fait, il est empreint de cette admiration pour la Russie de l'époque, Russie, hein, pas URSS, et il hésite. Mais il hésite, désolé, il hésite, à l'époque il est né en 1897, il a 25 ans, 27 ans, il hésite comme un étudiant de M2 d'histoire, voilà, il ne sait pas où il est, et puis très rapidement il rentre en 1926 dans le lit de l'extrême droite, bien conservatrice, mais ce qui est intéressant chez Goebbels comme chez Ernst Röhm, le patron des sections d'assaut, c'est qu'en fait ils appellent à la révolution tous les jours, nous sommes des révolutionnaires, etc. Et donc qu'est-ce qu'ils sont? En fait quand on regarde, c'est des putschistes. C'est-à-dire que quand on analyse de près leur socialisme, leur soi-disant socialisme, c'est juste, pour eux, socialisme, c'est pas du tout les corpus super précis de l'époque. C'est l'époque de Gramsci, c'est l'époque de Rosa Luxembourg, c'est l'époque de gens, quand vous les lisez aujourd'hui, il faut avoir le background quand même pour comprendre ça. Non, c'est on détruit tout. En fait, c'est une espérance putschiste, même révolutionnaire, j'ai pas envie de leur laisser. Parce qu'en fait, ils détestent la Révolution française, ils la haïssent. Goebbels, quand il arrive au pouvoir, il dit « nous avons aboli 1789 ». Donc attention, quand on dit ils sont de gauche, pas du tout. Ils sont les enfants des anti-lumières, de cette grande tendance à la contre-révolution du 19e siècle. Ils haïssent les rouges, mais ils ont ce style, voilà, on va renverser la table, on va renverser le système. Et donc si on regarde ça, en fait le national-socialisme est un national-putschisme, si on veut dire. Et dans l'ASA, même ceux qui admirent certaines formes d'étatisme ont en fait, alors là c'est beaucoup plus compliqué et plus long, mais en fait cette admiration qui traverse tous les champs politiques à l'époque de l'État contemporain qui sort de 14-18 avec des moyens militaires, sociaux, politiques bien plus larges qu'avant 14, et ça fascine tout le monde, quel que soit le camp politique. Donc voilà, il y a tout ça. Pour terminer sur le programme du parti, les éléments vaguement, on va dire que nous on interpréterait comme sociaux, on pourrait même aller, faisons de l'anachronisme total, sociétaux. L'aspect sociétal du nazisme, j'ai envie de mourir, hein, clairement. Mais en fait, quand on regarde la nationalisation des grandes entreprises, les banques, etc., c'est de l'antisémitisme, en fait. C'est-à-dire que, et ça, bon, il faut bien connaître la période. À l'époque, les nazis vont, par exemple, toutes les 2 pages dans Mein Kampf, vont critiquer les Warenhaus, les centres commerciaux, si vous voulez, les grands magasins. Donc nous, on se dit, ah ouais, ils veulent nationaliser les grands magasins, ils sont de gauche. En fait, grand magasin, à l'époque, c'est une punchline antisémite pour dire juif. C'est comme finance internationale. Un type comme Gregor Strasser, qui est le numéro 2 du parti dans ces années-là avec son frère, donc ils tiennent le parti nazi dans le nord-ouest du pays, et vraiment c'est le numéro 2, et ils ont une ligne dite plus à gauche. Quand il arrive au Reichstag, il dit « nous protestons contre le pouvoir de la bourse et le capital financier, Weltkapitalismus et tout ». Enfin, je veux dire, il ne faut quand même pas avoir lu 2 livres pour ne pas se rendre compte qu'en fait, dans eux, parce que derrière, il y a Verschwörung, hein, c'est-à-dire le complot international financier, c'est de l'antisémitisme. Et donc, ça, c'est un classique. L'antisémitisme est un paravent de soi-disant action sociale. C'est-à-dire, on déteste les juifs parce qu'ils sont tout en haut, donc de fait, on sera vos amis. Et là, voilà. Donc, pour terminer, à l'époque, certains vont dire, oui, mais regardez, on va les appeler peut-être plébéiens, les nazis, parce qu'ils ont ce côté chemise brune qu'ils empruntent aux fascistes italiens, violence, etc. Mais personne n'est dupe du programme qui est un programme national, qui est un programme nationaliste, ultranationaliste, raciste, etc. Donc voilà pour cette question du socialisme des nazis. Très clair, vraiment extrêmement limpide. On parle depuis tout à l'heure un peu de l'ASA et j'aimerais justement, quand on va parler de Heines tout au long de la vidéo, est-ce que tu pourrais nous rappeler ce qu'est l'ASA et aussi nous parler du cœur militant du nazisme aussi, parce que je pense que les gens qui sont dans le militantisme nazi, et notamment leur âge, est quand même assez révélateur de ce qu'est le mouvement à ce moment-là. Alors, l'ASA, c'est un objet compliqué, même pour les nazis eux-mêmes. Pourquoi? C'est fondé en 1920. Enfin, après, officialisé un peu plus tard, il y avait déjà une quasi-organisation qui ressemblait à ça. Et en fait, au début, c'est le service d'ordre des meetings du parti nazi. Donc, c'est les gros bras. Dedans, il y a Émile Maurice, le chauffeur d'Hitler, etc. Au début, c'est beaucoup des anciens combattants. Donc, ça ressemble aux fascistes italiens. Tous les anciens combattants ne sont pas nazis. Mais au départ, une grande majorité des nazis sont des anciens combattants. Donc il ne faut pas confondre ça, parce qu'il y a aussi des anciens combattants pacifistes qui veulent la Der der der, Nie wieder Krieg, etc., etc. À partir de là, encore une fois, cette sociologie-là, elle va énormément évoluer et la fonction des sections d'assaut va évoluer énormément. Ça devient une sorte d'association des anciens combattants nazis.
Mais ça ne marche pas. Tous les autres partis ont une association des anciens combattants. Le Parti communiste, ils ont une association d'anciens combattants qui s'appelle le Roter-Front-Kampfverbund, l'Union, la Ligue des anciens combattants en rouge. Le SPD, ils ont une association d'anciens combattants en propre qui s'appelle la Bannière d'Empire. Voilà, c'est classique. Mais chez les nazis, pourquoi c'est compliqué? Parce qu'en fait, il y a deux faits qui sautent aux yeux, en fait, dans le militantisme, dans le parti et dans l'ASA, c'est que c'est des hommes, 100% d'hommes, ce qui n'est pas vrai des autres partis. Il y a 20% de femmes chez les socialistes, 15% de femmes chez les communistes et tout. Les nazis, c'est un parti interdit aux femmes, il y a 96% d'hommes en 1928. C'est un parti d'hommes et c'est surtout un parti, et l'ASA c'est encore plus vrai, d'hommes jeunes. Médiane d'âge dans le parti, 25 ans. Donc en fait, il faut imaginer l'ASA dans ces années-là comme un mélange entre des anciens combattants très jeunes. Et c'est pour ça que l'ASA ne peut pas vraiment être une organisation d'anciens combattants pure et dure du parti nazi, parce qu'il y en a qui sont beaucoup trop jeunes en fait, pour l'avoir faite, la guerre de 14-18. Ils sont nés entre 1900 et 1905, que des noms sympathiques. Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich, Hans Frank, Adolf Eichmann en Autriche, tous ceux qu'on appelle la génération des jeunes de la guerre, c'est-à-dire trop jeunes pour avoir combattu, ils ont observé la guerre, ils l'ont rêvé mais ils ne l'ont pas faite, vont s'intégrer dans l'ASA. Et en fait, service d'ordre, association d'anciens combattants empêchés et donc armée révolutionnaire. En fait, moi, c'est pas un terme qui circule beaucoup dans l'historiographie, mais moi, c'est celui que je préfère. C'est une armée révolutionnaire. C'est-à-dire, ils sont là pour faire le coup de poing contre les ennemis politiques. Ils sont là pour défiler au pas de loi avec leurs chemises brunes, encore une fois, imiter des chemises noires mussoliniennes. Ils ont leur folklore. Alors, au départ, ils ne sont pas extrêmement nombreux, mais par contre, c'est un militantisme qui va souder ces jeunes hommes dans la pratique de la violence, et avec en fait cette usurpation, cette confiscation, je t'emprunte le mot que j'ai trouvé super, ils confisquent l'idéal de 14-18 en disant « nous ne sommes plus des soldats des tranchées, nous sommes des soldats politiques, nous ne luttons plus contre la France, la Russie ou l'Angleterre, nous luttons contre les communistes et contre ceux qui veulent détruire l'Allemagne, notamment les Juifs ». Et donc cette solidarité masculine et virile va s'éprouver dans le combat contre les ennemis politiques. C'est à ce moment-là qu'on invente l'idée de soldat politique, qui est, voilà, c'est bizarre quand même, hein, relier le militaire et le politique, le civil et le politique, le civil et le militaire, c'est compliqué. Et ces jeunes hommes-là, et c'est tout le talent, mais quand je dis talent, c'est la démagogie et portée au nu, hein, le talent démagogique des nazis, c'est de dire à ces jeunes hommes qui militent dans la SA, quand vous tuez un communiste, vous êtes sur le front. Vous êtes l'égal de votre frère et de votre père qui sont morts en 14-18. Et alors le vocabulaire nazi est incroyable et lacrymal au possible. Dès qu'un SA meurt, il a le droit à des funérailles à l'échelle du Reich. Il est tombé, Heldentod, il est tombé au combat de l'honneur, il est tombé au champ d'honneur politique pour un type qui a juste, avec 3 copains, assassiné un communiste chez lui la nuit. Hein. Et donc, c'est difficile de se rendre compte de ça, mais les nazis transforment ce militantisme politique qui est en fait du hooliganisme. Et quand je dis ça, les gens pensent que c'est pour faire de la punchline. Non, c'est le plus grand spécialiste américain qui a travaillé sur ce sujet-là, qui s'appelle Richard Bessel, qui en fait dans son livre dit c'est les SA c'est du hooliganisme politique. Et les nazis arrivent à transformer ça en sacrifice pour la patrie. Quand vous mourrez pour l'Allemagne, etc. Et le problème, c'est que si on boucle la boucle, avec la crise de 29 et ces millions de chômeurs qui vont toucher notamment des jeunes hommes, ces jeunes hommes-là, ils vont acheter en fait ce discours-là. Ils vont dire « ouais, moi, j'ai pas d'avenir, je suis au chômage, tout va mal dans ma vie, l'Allemagne est en train de sombrer, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre ma petite chemise et je vais aller retrouver un honneur et une vie quotidienne dans la violence, etc. » Et c'est fonctionnel. Donc la SA, c'est ça. Et le problème, c'est qu'en fait, les monstres se dévorent les uns les autres. Au bout d'un moment, et ça c'est difficile à comprendre aujourd'hui, en fait, par exemple, les gens pouvaient adhérer à l'ASA et pas au parti nazi. Et l'ASA a vraiment une culture militaire et paramilitaire, enseigner des anciens combattants vers ces jeunes hommes, qui pour certains n'ont même pas fait le service militaire. Hein. Et en fait, elle devient une contre-société, ce qui fait qu'il y a plusieurs révoltes contre le parti nazi de l'ASA. Il y a Heines, bon, mais il y a la révolte de Walter Stenz en 1930 qui est énorme. L'ASA berlinoise se rebelle contre Hitler parce qu'il considère qu'il n'est pas assez favorable à l'ASA. Alors ça, on peut le lire comme une sorte de révolte, encore une fois, de gauche. En fait, pas du tout. Les SA, eux, ce qu'ils veulent, c'est à manger, c'est des salaires, et ils veulent être incorporés dans l'armée officielle. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent devenir, d'armée révolutionnaire, ils veulent devenir l'armée officielle ou la police officielle du régime. Et quand Hitler arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait ? La première chose qu'il fait, il met des brassards blancs, Hilfspolizei, aide policière, à la SA pour leur dire maintenant vous êtes les policiers du régime. Et évidemment, là, ça va marcher, pas assez, ce qui explique ensuite la dernière révolte de la SA avant qu'elle tombe en désuétude, à savoir la nuit des longs couteaux, hein, la révolte de Röhm. Donc on voit que cette SA,
c'est en même temps un peu du squadrisme à l'italienne et voilà, ces milices paramilitaires, mais c'est beaucoup plus que ça parce que c'est vraiment un pouvoir et parfois un contre-pouvoir dans le régime, dans le parti nazi, puis dans le régime nazi. On en parle un peu de cette violence, la violence dans la rue, comme tu dis, il y a le côté hooliganisme. À quel point est-ce que ce côté violent, il est assumé par le parti et aussi dans le reste de la société? C'est-à-dire qu'effectivement, ils ne sont pas les seuls, puisque même les communistes aussi ont leur propre groupe paramilitaire, donc ça s'affronte. C'est une question qui est très intéressante et je vais pas rentrer dans des détails historiographiques un peu compliqués, mais il y a eu des gros changements de vision autour de tout ça ces dernières années, notamment le livre George Moss, 1990, qui s'intitule « La brutalisation des sociétés européennes », où on a eu tendance, et Moss à l'époque où il l'écrit est incroyablement visionnaire, à considérer que pour le fascisme italien, comme pour la garde de fer roumaine, qui est le mouvement fasciste roumain, comme pour les nazis et la section d'assaut, ces gens-là étaient en fait l'émanation de la violence de la guerre. Ils ont fait 14-18, ils deviennent violents. C'est tentant. Ernst Röhm, le patron des SA, quand les nazis arrivent au Reichstag en 1930, il dit « l'esprit des tranchées rentre en politique ». Et lui, il en est persuadé, en tant qu'ancien combattant, Hitler ancien combattant, Göring ancien combattant, etc., etc. Mais je viens de le dire, ils l'ont sous le nez, la sociologie de leurs troupes. Ils savent très bien qu'ils ont surtout une moitié, puis 2 tiers. À la fin des années 20, ils ont 2 tiers de jeunes hommes qui sont beaucoup trop jeunes pour avoir fait 14-18. Donc il faut quand même arriver au niveau de démagogie, de regarder ses propres troupes en se disant « nous sommes les soldats de l'Allemagne », alors qu'ils savent très bien qu'ils ont des petits genoux qui n'ont jamais mis un pied dans les tranchées. Goebbels, enfin, on rêve, Himmler, qui passe son temps en uniforme, il n'a jamais mis un pied dans les tranchées en 14-18. Heydrich non plus. Goebbels qui fait le malin en uniforme militaire, il a été réformé. Enfin, donc tous ces gens-là font une confiscation de l'esprit de la guerre, mais ont vraiment l'impression de l'incarner. Encore une fois, il ne faut jamais oublier que la plus grande association d'anciens combattants allemands, c'est la Reichsbanner, la bannière d'Empire, qui est pacifiste. Donc on retrouve des choses comme on a en France avec l'ARAC, etc., etc. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cadre-là? Ce qui se passe, c'est que c'est une usurpation de la mémoire de la guerre, et ils vont la mettre au service du projet politique. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'ils pratiquent une violence politique qui est très forte. Encore une fois, on a 400 morts, des morts civiles, dans des combats politiques. En 1932, il y a énormément de blessés dès 1929. Donc la rue, pas partout, pas tout le temps, mais est dominée par des jeunes hommes qui se battent à coups de poing, à coups de matraque, parfois à coups de revolver, qui s'assassinent, etc., etc. Du côté de l'extrême gauche, cette violence, en fait, elle est facile à intégrer dans un logiciel, qui est le logiciel de la Révolution. Pour le coup, là, ça marche bien. La Révolution, les marxistes, ils savent ce que c'est. Ils ont l'exemple de 1917. Ils sont antifascistes. Ils revendiquent la défense ouvrière et populaire contre les attaques du fascisme. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas de problème. C'est connu, c'est su. Alors, ça ne fait pas plaisir à la bourgeoisie, qui dit « oh là là, c'est l'armée de Moscou, c'est des bolcheviks, etc. » Mais dans le contexte, pour le dire simplement, à l'extrême gauche, il n'y a pas de problème avec la violence, puisque Marx a écrit sur la violence en disant qu'elle était une accoucheuse de l'histoire. Et alors, le bémol, ce n'est pas une violence offensive. C'est la logique de l'autodéfense populaire. Et donc, le Parti communiste n'a pas de mal à dire « nous nous défendons contre les fascistes, front antifasciste, etc. » Il n'y a pas de problème. La droite, l'extrême droite, qui revendique Ruhe und Ordnung, le calme et l'ordre, quand même, c'est ça le programme du conservatisme et de l'extrême droite, ramener l'ordre en Allemagne, ça fait quand même beaucoup plus désordre de revendiquer cette question de la violence physique. Attention aussi, on est dans une époque où il y a certes 14-18, mais le corps n'est pas du tout le même qu'aujourd'hui. Les gens portent des chapeaux. Enfin, il faut s'imaginer que c'est pas ce que nous, quand je dis hooliganisme politique, il ne faut pas projeter des choses d'aujourd'hui. À l'époque, même tous les communistes sont en costume 3 pièces le dimanche. Donc il faut imaginer que cette violence-là, se frapper, le sang, etc., ce n'est pas du tout perçu de la même manière, quand bien même 14-18, et là Moss avait raison, a encouragé une immense banalisation de la violence. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et là, c'est important de le rappeler, il n'y a pas du tout, en fait, c'est pas du tout, il y a eu 14-18 et tout le monde est devenu violent. C'est la bourgeoisie allemande. Quand elle voit que la droite et l'extrême droite récupèrent cette violence-là, notamment les nazis, ils se disent, ça plaît pas quand même, c'est pas notre truc, nous c'est quand même la Prusse, je rigole, mais c'est quand même un peu ça, c'est tout le 19e siècle allemand, le Biedermeier et tout, on est bien calme, pas d'effusion d'émotions, pas d'effusion de violence. Et qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, si ça peut servir nos intérêts.
Et là, bon, là, je le romance, mais c'est des articles très précis scientifiques, notamment de Bernd Weisbrot, qui dit « La bourgeoisie allemande a sciemment accepté de baisser ses limites d'acceptation de la violence politique en disant « Ils tuent des gens, si c'est des communistes, c'est pas si grave ». Et dans les années, notamment avec la crise 28-29, on voit qu'en fait, il n'y a pas du tout une naturalité. C'est pas « Oh, 14-18, on est habitué à être violent ». C'est « Non, la violence, on n'aime pas. Et puis, il y a quand même eu 5 ans de stabilisation de la République. La politique, on sait ce que c'est des messieurs en redingote qui font des discours au Reichstag. Ah, ça nous sert, c'est bon ». Et là, on voit le pacte, en fait. Un pacte de gens très bourgeois, bien sur eux, etc., qui font alliance avec le parti nazi, quitte à tolérer, accepter, encourager cette violence politique-là. Et c'est extrêmement grave. Parce que quand on ouvre cette vanne-là de la violence politique, ben on l'ouvre définitivement. On bat les rouges pour remettre de l'ordre, on utilise cette violence-là, et du coup, comme tu le dis, ces grands bourgeois se disent, bon, si on doit passer par la violence, on l'utilisera. Donc là, on s'est un petit peu arrêté sur la SA, donc ça c'était bien. On s'est aussi arrêté sur du coup, l'utilisation de la violence. Est-ce que tu peux refaire un point au moment où les nazis gagnent les élections, parce qu'on a un petit peu parlé des élections déjà, mais qu'on se rende compte du nombre de militants aussi quand même dans les partis à ce moment-là, qu'on se rende compte à quel point les masses sont engagées dans les partis? Alors là je souris parce qu'en fait, sur ces éléments-là, forcément, moi, on lit de l'historiographie et je sais que la réponse que je dois te donner, elle existe dans un seul livre de Jürgen Falter, à la page genre 190, avec des points super techniques pour reformuler de manière plus accessible et tout. En fait, c'est est-ce que le parti nazi a commencé à grandir par l'électorat ou est-ce qu'il a commencé à grandir par le nombre de militants? Alors ça peut paraître, on se dit, ouais mais attends, c'est la même chose. C'est pas du tout la même chose. Voter pour un parti, c'est pas du tout la même chose que mettre une chemise et aller vraiment au turbin, prendre sa carte, etc. Et là, la réponse, elle est claire, elle se voit sur plusieurs données. Et je trouve que ça fait peur, enfin en tout cas, c'est un peu, ça soulève des questions. C'est avant tout l'électorat. C'est-à-dire que la victoire de septembre 30, qui est un coup de poker, où encore une fois le parti nazi passe de 2,6 à 18,3, ça va mettre dans la lumière le parti nazi d'un coup. Les ventes de Mein Kampf sont multipliées par 10. Le livre n'avait pas du tout marché, c'était un bide absolu. Pam, il passe de 10 000 ventes à 200 000. Pourquoi? Parce que les gens lisent Mein Kampf en disant « Ah, ils ont fait 20% aux élections, mais c'est qui en fait ?» Donc ils lisent Mein Kampf. Et alors, il y a un frémissement de mobilisation, pour être vraiment très précis. Il y a un frémissement d'intégration au parti nazi en début des années 30, début 1930. On voit que le parti nazi passe à 5000 adhésions par mois, dans les mois de mars, avril, etc. Donc c'est pas rien quand même. Mais après la victoire électorale, donc d'abord le bulletin de vote, là les adhésions passent à 25 000 par mois dans le parti. Et le parti nazi qui plafonnait à 55 000 adhérents dans les années 28-29, ce qui est rien à l'époque, je vais y revenir, augmente et atteint 900 000 membres. En 1932, 900 000 membres. Alors là, on se dit, wow, et tout, sauf qu'il faut ramener ça à l'époque. Et ça, bon, évidemment, il faut faire l'histoire globale de la République de Weimar. À l'époque, le Parti communiste, c'est 450 000 membres, parfois plus. Le SPD, c'est 1 million de membres. La milice paramilitaire du Parti conservateur, le DNVP, qui s'appelle le Stahlhelm, le casque d'acier, c'est 800 000 membres. Donc attention, hein, il y a une énorme... La croissance est très visible. Ça, oui, ça c'est indéniable. En l'espace de 2 ans, voilà, le nazisme vide de leur substance toutes les autres instances de la droite et de l'extrême droite. Mais en réalité, voilà, c'est dans ces années-là qu'il devient un parti de masse. Parti de masse qui est... une des caractéristiques de l'Allemagne de l'époque. L'Allemagne est un pays très mobilisé en général. Il y a beaucoup d'associations de jeunesse, d'associations de sportives et tout. Et donc le parti nazi va réussir à grossir et à conquérir, unifier l'ensemble de l'extrême droite. Je pense qu'on a bien essayé d'expliquer le plus possible toutes les parties prenantes justement de ce qui va amener jusqu'à l'élection de 1932 et ce score de 37%, quasiment 38%. Il nous manque la dernière clé, je pense, pour ouvrir la boîte de Pandore jusqu'au bout. C'est évidemment l'accession à la chancellerie de Hitler, qui est pour le coup carrément un autre épisode après la victoire aux élections. Je pense qu'il serait bon de rappeler quel est le... Parce qu'on a l'impression que quand on est élu, on devient forcément chancelier. Je pense qu'il serait bon de rappeler un peu le modus operandi de comment est-ce qu'on devient chancelier après une élection. Et ensuite, comment se sont passées justement les tractations autour de la nomination d'Hitler comme chancelier. Alors, encore une fois, on est obligé, et c'est tant mieux d'être pédagogique, parce qu'on ne peut pas résumer en 1 heure, typiquement sur l'accession les 6 derniers mois de 1932,
c'est même pas des dizaines de bouquins, c'est des centaines de bouquins, la plupart en allemand, je pense à Hans Mommsen, ou en anglais, je pense quoique ça a été traduit, mais à Benjamin Carter-Hett, etc. C'est dur à résumer, mais du coup, encore une fois, voilà, la victoire nazie, c'est peut-être d'abord la violence dans la rue, qui crée une menace, en fait, qui crée cet appauvrissement de l'offre politique. Parce que est-ce que tu es avec nous ou contre nous? Est-ce que tu es avec les rouges ou contre nous? Ça marche dans l'urne, mais ça marche aussi dans le petit village, quand il y a 5 SA qui débarquent et qui commencent à se poser sur la place centrale en disant « bon, on est là ». Dans la grande ville, c'est pas grave, mais quand on est dans un village de 400 habitants ou 500 habitants, ben, soit on est socialiste, soit on est avec eux. Et il y a de forts risques de se faire casser la figure. Donc, cette violence dans la rue, on peut pas la... C'est pas simplement un accident, c'est une technique politique, Foucault aurait dit c'est une technologie politique qui crée de l'appauvrissement et qui dit soit les rouges, soit nous. Donc cette victoire dans la rue, la victoire dans les urnes qui est juste après et qui est concomitante et qui est un cas d'école allemand, même si attention, hein, la garde de fer roumaine elle a fait des bons scores aux élections, il y a un certain nombre de partis fascistes à l'époque en Europe qui font des scores honnêtes dans les urnes, pas l'Italie mais un petit peu ailleurs. Et la dernière clé c'est comment réagissent les élites par rapport à ça? Les élites économiques, les élites politiques. Puisque là, je parle vraiment des élites au pouvoir, c'est-à-dire pas seulement celles qui ont soutenu, etc., à certains moments le parti nazi ou qui ne l'ont pas soutenu. Et là, effectivement, je pense qu'on peut résumer ça par une anecdote. Le 31 juillet 1932, les nazis font 37,3%. Du point de vue de la constitution weimarienne, c'est un régime mi-présidentiel, mi-parlementaire. La coutume veut que le président nomme chancelier, c'est-à-dire celui qui gère la boutique, le pays, l'État, nomme chancelier la personne qui est capable de dégager... Alors, c'est même pas qui est issu... Là, on pourrait aller trop vite en disant qu'il est issu du parti le plus puissant. Soit, mais c'est surtout quelqu'un qui est capable d'avoir une majorité de gouvernement. C'est-à-dire, pour être technique, un groupe parlementaire ou une alliance parlementaire au Reichstag suffisante pour voter les lois que le gouvernement veut mettre en place. Ça ressemble à la Ve République, hein. C'est pas beaucoup plus compliqué, c'est aussi inefficace, mais c'est pas beaucoup plus compliqué. Enfin, pas inefficace, c'est aussi dangereux politiquement, mais c'est... Et en fait, anecdote, le 13 août 1932, Hitler, qui arrive avec ses 37,3%, est reçu par Hindenburg, le président de la République. Alors déjà, quand on a un président de la République qui est un ancien général d'armée conservateur monarchiste, c'est pas très bien. Hindenburg, alors 83 ans à l'époque, 84 ans, 1,85 m, reçoit, est général d'armée, prussien, très conservateur, reçoit un jeune caporal tout en bas, soldat inconnu, autrichien, avec une moustache bizarre, qui fait 1,74 m et qui lui dit « j'ai gagné les élections ». Alors dommage, Hindenburg, les élections, comment dire qu'il s'en fiche un petit peu, parce que lui, il a son propre agenda de éventuellement mettre en place un régime autoritaire. Et en fait, cette confrontation-là, on a les minutes, on a le compte-rendu, elle est hyper importante. Très bizarre, Hindenburg dit « vous n'aurez pas la chancellerie ». Hitler, il est tout ou rien, je veux la chancellerie ou rien, je ne veux pas le ministère de l'Intérieur, non, la chancellerie ou rien. Il est comme ça, Hitler, de toute façon, c'est toujours entweder oder, tout ou rien. Et Hindenburg fait un truc qui est quand même étrange, il lui dit « non, non, 37,3%, je m'en fiche, vous n'aurez rien ». Aussi parce qu'il sait que Hitler aura du mal à créer une coalition fonctionnelle, etc. Et là, Hitler le regarde et lui dit, enfin il dit rien d'ailleurs, c'est Hindenburg qui parle et qui lui dit « vos troupes », les sections d'assaut, se sont rendus coupables, on a la citation exacte, hein, se sont rendus coupables d'exactions et de crimes. Si vous continuez dans cette voie-là, je n'hésiterai pas à utiliser les moyens les plus durs contre vous et contre vos troupes. Mais nous sommes tous les deux de bons amis nationaux et d'anciens combattants, donc je n'aurai pas à le faire. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ces quelques lignes-là, qui sont dans le protocole Meissner, c'est un aveu de faiblesse énorme. C'est un aveu de faiblesse énorme. C'est Hindenburg qui dit « je sais que vous êtes en mesure de renverser l'État avec les SA, donc je vous menace parce que je n'ai pas grand-chose de plus à faire. Je ne peux pas faire ça. » Et donc dans cette confrontation-là, on voit tout. On voit Hindenburg qui résiste, triple guillemets, la menace dans la rue et les urnes. Mais qu'est-ce qui va se passer dans les 6 mois qui restent? Parce que là, on a l'impression que Hindenburg, c'est le grand héros qui a résisté contre Hitler. Hindenburg, déjà, il est un peu gâteux. Et il est entouré de gens qui, dans ce contexte-là, voyant que le régime est complètement bloqué, voulant eux-mêmes détruire le régime pour mettre en place un régime autoritaire. Donc tout ça, ça a été bien analysé par Yoann Chapoutot dans son dernier livre, etc. Mais les irresponsables, bah, ces hommes-là, ils vont louvoyer pendant quelques mois, etc. Ils vont résister à Hitler, mais résister pas parce qu'ils ne l'aiment pas. Ils sont d'accord avec une grande partie de son programme.
Ils vont résister contre lui parce qu'ils ne veulent pas lui donner le pouvoir, c'est tout. Hindenburg, c'est le cas. Il est quasiment d'accord avec tout ce que dit Hitler. Et tout ça, alors il y a des intrigues extrêmement compliquées entre von Schleicher, qui va devenir chancelier, von Papen, qui sont des gens très conservateurs, qui ont des options politiques assez opposées sur la manière d'amener l'Allemagne vers un régime autoritaire. Mais finalement, c'est von Papen qui gagne en janvier et qui va obtenir d'Hindenburg, qui nomme von Papen et Hitler vice-chancelier. Et le 30 janvier 1933. Mais à l'époque, il faut le remettre dans l'époque, c'est un pari. C'est de toute façon, on va le contrôler. Von Papen, il est tellement imbu de lui-même, alors qu'il n'est vraiment pas une grande lumière, il pense qu'il va contrôler Hitler. Et donc, on peut faire plein de contresens. On peut dire, ah mais oui, mais en fait, ils étaient démocrates parce qu'ils voulaient donner le pouvoir à Hitler, parce qu'il avait gagné les élections. Pas du tout. Pas du tout. Ils ne voulaient pas donner le pouvoir à Hitler, ils s'en fichaient des élections, mais ils étaient quand même obligés de faire quelque chose pour vaguement garder le pouvoir sur le peuple, parce qu'ils étaient... ils étaient rétamés aux élections, ces gens-là. Les partis politiques, ils les défendaient vraiment. Et donc, ils tentent l'option Hitler le 30 janvier 1933 pour essayer de le contrôler. Ça rate totalement. Et donc, on voit là, dans cette crise qui dure de mars 30, puis 32 jusqu'à janvier 1933, que les élites politiques, en fait, n'ont pas perçu le problème, n'ont pas vu le risque. Et quand elles l'ont vu, parce qu'un certain nombre l'ont vu, n'en ont eu rien à cirer. Ils ont joué le jeu parce que ça les arrangeait. Et donc, les élites économiques, c'est un peu différent, parce qu'elles sont pas au cœur non plus de la décision. Alors, on a Alfred Hugenberg, qui est vraiment le patron des médias, qui, lui, va courir pour Hitler, etc. Mais les autres élites économiques et industrielles, elles n'aiment pas Hitler au départ, pas trop, parce qu'ils trouvent qu'ils ne savent pas trop bien ce que va faire la SA, ils trouvent que c'est trop putschiste, trop violent. Très rapidement, quand ils voient le programme politique, ils y vont les deux mains, ils applaudissent. Il y a une lettre écrite à Hindenburg pour appeler Hitler chancelier en début décembre 1932, qu'on appelle le Industrielle Angabe, la pétition des industriels, dans laquelle vous retrouvez Thyssen, Krupp, etc., qui vont demander à Hindenburg d'appeler Hitler au pouvoir. Donc les élites les plus dominantes, on se trompe en croyant qu'elles ont opposé une résistance à Hitler. Elles ne voulaient pas donner le pouvoir à qui que ce soit, pas à lui et pas à les autres. Quand elles ont vu qu'en pensant le domestiquer, il allait mettre en place des choses qui leur plaisaient beaucoup, ils lui ont donné le pouvoir. Et on peut penser de manière contrefactuelle, on voit cette adhésion des élites, la manière de la voir de la manière la plus éclatante, c'est après, 33-34, applaudissement des deux mains, suppression des syndicats, le 2 mai 1933, destruction des partis de gauche, le patronat allemand, il est ravi. Donc voilà, on a cette compromission-là. Et c'est la troisième pièce de puzzle de cette prise du pouvoir. Qu'on soit clair, c'est pas parce qu'il y a eu ces élites-là que ça explique que 40% des gens ont voté pour Hitler. On ne peut pas juste dire ah, « bon non, mais c'est un complot des élites, etc. » Non, non, il y a aussi cette adhésion des Allemands à tout ça. Donc c'est ça qui fait de la victoire nazie un cas historique extrêmement épineux et très intéressant parce que c'est un moment dans le XXe siècle, même largement plus au-delà de l'Allemagne, où quelque chose se passe, de dire mais comment ça a été possible ? C'est un peu la question de la vidéo au final, comment est-ce que ça a été possible, on essaie d'y répondre, et aussi de mettre en miroir justement la prise du pouvoir fasciste. Pour continuer sur ce qu'on disait, fascisme et nazisme, il y a une question autour de la dynamique de la radicalisation du pouvoir. Le fascisme arrive très vite au pouvoir, mais il y a 4 ans, on va dire, où on est quand même dans une forme où les choses se tiennent, il y a toujours un peu des partis d'opposition, même si elles sont muselées, etc. Mais il y a une vraie radicalisation après 4 ans avec l'assassinat de Matteotti. Le nazisme met un peu plus de temps à arriver aux affaires. En revanche, quand il arrive au pouvoir, très rapidement, il y a une radicalité du pouvoir, comme tu le disais, avec la suppression des syndicats, de partis de gauche. Est-ce que tu peux nous refaire peut-être la chronologie des premiers mois du nazisme ? En fait, la comparaison entre le fascisme italien et ce qu'on appelait à l'époque le fascisme allemand, hein. C'est-à-dire qu'il y avait nazisme, national-socialismus, mais il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, les observateurs sentent qu'il se passe quelque chose à l'échelle européenne. Parce qu'il y a Mussolini, 1922, la prise du pouvoir, mais il ne faut pas oublier que dans le sillage, c'est des choses qui sont moins connues, mais il y a dans le désordre, mais encore une fois, le fascisme roumain qui est très puissant, la British Union of Fascists au Royaume-Uni, alors qu'il y a des très mauvais résultats, mais Mosley, les Oustachis croates, les croix fléchées hongroises, la phalange espagnole, c'est-à-dire que toute l'Europe se couvre de mouvements masculins, paramilitaires, en chemise, avec cet ultranationalisme, une dose plus ou moins forte selon les mouvements de racisme et d'antisémitisme. Et de ce point de vue-là, il y a une très forte filiation
Et il y a aussi des choses qu'on n'imagine pas, mais des aides financières. Mussolini, c'est un peu le parrain de tout ça. Il rencontre Mosley. Une fois qu'il est au pouvoir, il a l'argent de l'État italien. Donc il peut aider ces mouvements-là, il peut aider Hitler, etc. Mais ça n'empêche que, en tout cas pour ce qui est du fascisme allemand, et donc du nazisme, il y a des éléments le style ressemble, emprunt du salut romain, emprunt de la chemise, etc. Les milices paramilitaires, mais il y a quand même des éléments qui sont extrêmement allemands. Et quand on compare, ce qui est intéressant, c'est que Mussolini a en face de lui un État puissant, des partis politiques puissants, et il va mettre du temps, en fait, à conquérir tout ça. L'assassinat de Matteotti est évidemment un point tournant, et surtout la reconnaissance publique de l'assassinat de Matteotti est un point tournant. Les lois fascistissimes en sont un autre. Mais mon impression, alors je ne suis pas le plus grand spécialiste, mais mon impression, si on tire cette chronologie-là du fascisme italien, jusqu'à quoi? Jusqu'à la déchéance de Mussolini en 1943. Le grand conseil fasciste met Mussolini à la porte. Ça, c'est pas possible en Allemagne nazie. Pourquoi? Parce que le parti nazi arrive beaucoup plus tard. On a des éléments d'usurpation politique, de la violence de guerre beaucoup plus tardifs. On a une transformation du point de vue électoral, du programme politique aussi, qui se dédiabolise à partir de 1930. Mais en revanche, on a l'impression qu'une fois que Hitler est chancelier, alors que Mussolini, une fois qu'il est président du Conseil en 1922, mais 3, 4 ans, 5 ans, 7, jusqu'en 1927, à vraiment tenir les rênes de l'État, dans ce qui est du nazisme, les choses prennent 6 mois. Maximum 1 an. C'est-à-dire qu'au moment de la mort de Hindenburg, 1 an et demi, au moment de la mort de Hindenburg, en août 1934, les SA ont été réprimés pendant la nuit des longs couteaux, les opposants politiques ont été réprimés, les syndicats ont été interdits, etc. Il y a ce qu'on appelle la synchronisation de la société allemande, la Gleichschaltung, tout le monde mis au même rythme. Une fois que ça s'est fait, en fait, Hitler a les mains libres. Donc cette chronologie-là, elle est fine, il y a beaucoup de dates, mais on peut dire qu'avec l'arrivée au pouvoir le 30 janvier 1933, et évidemment le point très important qui est l'incendie du Reichstag, le 27 février 1933, qui va donner lieu... 26-27, à la loi sur la protection du sang et de l'État allemand, une fois que ça s'est mis en place, en à peine 6 mois, mettons le 14 juillet, les opposants politiques, les partis politiques, les syndicats, c'est terminé. Il n'y a plus de partis politiques. Même les partis conservateurs, etc., ils déclarent qu'ils sont terminés au début juillet. Donc vraiment, en juillet, il n'y a plus d'opposition politique. Il y a 27 000 opposants politiques en camp de concentration. La gauche est décapitée, assassinée, incarcérée, etc. Donc en 6 mois, l'opposition s'est terminée. Et on rajoute 1 an. En 1 an, les grands... J'allais faire une référence historique, mais les grands blocs de marbre, référence d'une autre époque à un autre pays, mais les grands blocs de granit, c'est pour Napoléon, mais les grands blocs de granit de l'État allemand, l'armée, la bureaucratie, les églises, etc., en l'espace d'1 an, Hitler arrive, avec des tensions énormes, ça ne se fait pas facilement, mais arrive aussi à imposer son pouvoir sur tout ça. Et notamment la nuit des longs couteaux, cet assassinat de plus d'une centaine de militants de la SA, mais attention, pas uniquement des militants de la SA, ils sont assassinés aussi Schleicher, l'ancien, qui n'a rien à voir avec la SA, l'ancien chancelier qui avait essayé de mettre en place une offre politique à la fin 1932, il est assassiné. En fait, Hitler, dans cette nuit du 29-30 juin 1934, règle ses comptes avec toute l'opposition politique. Et ce qu'on ne comprend pas bien, parce que c'est des éléments précis, c'est qu'il fait aussi, c'est un gentleman agreement avec la Wehrmacht. C'est-à-dire qu'en fait, le dernier gros pouvoir dans l'Allemagne de l'époque, Hindenburg et Mourant, etc., c'est la Wehrmacht. Alors à l'époque, il s'appelle encore Reichswehr. Elle s'appellera Wehrmacht en 1935. L'armée, elle a rien contre les idéaux d'Hitler, mais par contre, c'est elle qui tient le pouvoir. Et donc, notamment, elle en a assez de la SA, qui réclame, encore une fois, il réclame l'incorporation des sections d'assaut dans l'armée officielle. Alors, c'est des débats hyper longs, etc. Et en fait, la nuit des longs couteaux, c'est aussi ça. C'est une victoire à la Pyrrhus de la Wehrmacht qui dit « on n'en veut pas ». Donc Röhm, il dit c'est la seconde révolution. Mais en fait, il veut juste des places, quoi. Il veut pouvoir caser ses amis dans l'armée. La Wehrmacht dit nous, on ne veut pas d'une armée putschiste, on est l'armée prussienne, quoi. J'exagère. Et en fait, Hitler, c'est le dernier arbitrage de la prise de pouvoir, arbitre en ce milieu 34, en réprimant aussi von Papen, etc. Cette nuit, elle est compliquée parce que c'est vraiment la dernière stabilisation du régime. Il dit oui à la Wehrmacht et donc il détruit la SA. La SA sort de l'histoire, puisque Ernst Röhm est remplacé par un type qui s'appelle Viktor Lutz, qui en fait va faire vivoter la SA tranquille, mais c'est la SS
donc Schutzstaffel, l'escadron de protection et Heinrich Himmler qui vont prendre le dessus. Et donc, dans cet été 1934, c'est terminé. Hitler a pris le pouvoir sur l'Allemagne, il a pris le pouvoir sur l'armée, il a pris le pouvoir sur l'intégralité du régime et il peut lancer son programme de conquête internationale. Donc c'est vrai que, si on compare avec le fascisme italien, cette prise du pouvoir, sur les opposants politiques, c'est 5 mois. Sur le reste de l'Allemagne, c'est 1 an et demi. Alors au bémol près, si on veut vraiment, pour les spécialistes, on sait que malgré tout, ce que disait Hannah Arendt sur le totalitarisme, c'est-à-dire que le parti grignote les instances de l'État une par une, ce grignotage, il va prendre des années. C'est-à-dire que par exemple pour la Wehrmacht, il faut attendre 1938 et la crise Blomberg-Fritsche, où en fait Hitler va utiliser des affaires de mœurs pour caser tous ses fidèles dans la Wehrmacht et finir cette conquête-là. Mais on voit qu'effectivement, dans la dynamique, dans la chronologie des 2 régimes fascistes, la conquête italienne et mussolinienne est plus longue, plus progressive. Celle d'Hitler arrive beaucoup plus tard, mais beaucoup plus directe et beaucoup plus rapide. Très bien. Mais écoute, du coup, ça a anticipé une de mes questions sur les contre-pouvoirs encore en Allemagne comparé au fascisme, où du coup, il reste presque quasiment, on a l'impression qu'il y a des contre-pouvoirs jusqu'à la fin. Tu as anticipé aussi ma question sur la nuit des longs couteaux, tu m'as bien réexpliqué ce que cela était. Peut-être que tu peux me réexpliquer peut-être la place de Heines dans la nuit des longs couteaux, justement. Pourquoi est-ce que lui est supprimé, enfin de ce qu'on en sait en tout cas. Heines, c'est donc Edmund Heines qui est très très haut placé dans la SA, pour une raison simple, il a fini officier en 14-18, donc il a une expérience militaire. Et ça, on peut regarder les choses de tous les angles, des types qui étaient capables d'avoir une vraie expérience de commandement, ce que n'avait pas Hitler. Hein, parce que Göring, il était dans l'aviation, donc c'est encore autre chose, mais des types qui étaient arrivés au rang d'officier, dans les troupes nazies, il y en avait un certain nombre, mais il n'y en avait pas quand même beaucoup. Ce qui fait qu'il monte très haut dans la SA, et il gère la SA de Silésie, etc. Sauf que c'est quand même une personnalité très complexe, très violente. Il est accusé de meurtre, il y a un procès contre lui, etc. Et il est très représentatif, à mon avis, de ces personnes qui ont gardé un ethos, un comportement, une manière de vivre très militaire, depuis 14-18 jusque dans les corps francs. Il a transféré ça dans le militantisme politique de la SA. Et donc, si vous voulez, en termes de dirigeant militaire, il n'a pas envie qu'on lui donne des ordres. Et donc, c'est des types qui fonctionnent comme des barons. En fait, j'ai ma baronnie locale, je gère mes troupes. En fait, si on prend Weber, ils ont le monopole légitime de la violence. Hein. S'ils veulent partir en guerre, ils peuvent le faire. Ils ont leurs hommes. Il faut se mettre dans cette idée-là. Ernst Röhm, c'est le patron de la SA, mais c'est le chef militaire de la SA. Il veut déclencher une guerre, il peut déclencher une guerre civile. Et donc, Heines, il est un peu là-dedans, ce qui explique aussi sa rébellion de 1927. Hitler n'oublie jamais rien. Hitler n'oublie jamais rien. Il sait très bien que Heines, à un moment, a essayé de se rebeller contre Munich. Il sait très bien que Walter Stenz s'est rebellé en 1930 contre le parti. Il a son petit calepin. Hein, et notamment, c'est pas lui qui tient le petit calepin, c'est Himmler et Heydrich, les dirigeants de la police politique, de la Gestapo, de la SS, etc. Quand arrive la prise du pouvoir, Heines, c'est logique, il est promu. Il est promu chef de la police de Breslau, aujourd'hui Wrocław, en Pologne. Il a même son camp de concentration à lui, le camp de concentration de Breslau Durgoy, dans lequel il y a entre 200 et 400 opposants politiques qui sont enfermés pendant 1933. Alors c'est ce qu'on appelle les camps sauvages de la SA. C'est-à-dire que la SA, en fait, c'est même trop de dire que le terme camp sauvage ne va pas. Les types débarquent, on leur donne une école, une prison, un gymnase, etc. Ils mettent des barbelés et ensuite ils prennent tous les gens contre qui ils ont lutté pendant des années, les socialistes, les communistes, mais qui les connaissent dans ces luttes des années 30-32. Ils les enferment, ils les tabassent, ils les torturent, ils les tuent. Mais il n'y a pas de droit, il n'y a pas un camp. C'est pour ça qu'on dit camp sauvage, c'est-à-dire que les SA se vengent, et notamment Heines fait incarcérer l'ancien président du Reichstag, Paul Löbe, qui est un socialiste. Il le déteste parce qu'à un moment donné, encore une fois, la violence, l'intimidation, Heines, il avait cassé la figure, il avait attaqué physiquement un journaliste dans l'enceinte du Reichstag, en 1932, en mai 32, si je ne m'abuse, et un type qui s'appelle Klotz, il l'avait tabassé dans le Reichstag, et donc Paul Löbe, vu que Heines était député, lui avait interdit le Reichstag pendant un mois. Heines, il crée son camp de concentration, paf, il fait venir Paul Löbe pour l'avoir sous la main. Et donc il va diriger ce camp de concentration-là, il va être chef de la police, et là on voit aussi la capillarité des forces de police avec le nazisme, hein. Vraiment, ils sont quasi d'accord sur tout. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans la nuit des longs couteaux ? Heines, mais comme d'autres, c'est pas lui plus qu'un autre, mais bon, c'est dirigeant de la SA. En même temps, il y a des affaires de mœurs.
Alors ça, c'est le prétexte. C'est-à-dire que oui, Ernst Röhm est homosexuel, oui, Edmund Heines est homosexuel, donc ça va servir d'excuse pour Hitler. Il va leur mettre sur le dos, une fois qu'il justifie cet assassinat-là. Donc déjà, il cache tous les autres morts, tous ceux qui ne sont pas de la SA, il n'en parle pas. Il dit voilà, en gros, Hitler, il est fin politiquement, il va utiliser cette nuit des longs couteaux et l'assassinat de ses propres troupes pour donner un gage aux autorités allemandes, armées et compagnie, pour dire regardez, j'ai fait le ménage. Et en disant ces gens-là étaient des dépravés, ils étaient tous homosexuels, c'est faux. C'est vrai pour Röhm et Heines, mais pas pour les autres. Et il voulait une seconde révolution, il voulait aller encore plus loin que la révolution nationale-socialiste. C'est faux aussi, il voulait juste, encore une fois, il voulait des places. Il voulait nommez-moi tel ami de mon unité à tel endroit, etc. Et il utilise tout ça, et donc Heines, très logiquement, alors son passé d'assassin ça c'est pas grave. Voilà, c'est ça qui est terrible, c'est que son passé d'assassin dans les années 20, on l'appelait le fame murder, l'assassin des groupes paramilitaires, etc. Ça, c'est pas grave. Par contre, la rébellion ouverte contre le parti et trop d'indépendance dans la SA, ça lui est fatal et il est assassiné dans cette nuit fatidique. Donc, ce qui est intéressant avec Heines, c'est un miroir de Matteotti, au sens c'est l'inverse. C'est-à-dire Matteotti, lui, est assassiné par le régime, il est tué comme opposant politique. Et Heines, c'est la personne qui a recouru à la violence physique, à l'assassinat, toutes les années 20. Il est adoubé par le parti, alors qu'en fait, voie légale, alors qu'en fait, le type est jugé pour assassinat, etc. etc. Et effectivement, le parti finit par lui rendre la monnaie de sa pièce en l'assassinant lui aussi dans cette nuit. Alors, il y a un très très grand auteur qui a écrit Nuit de Walpurgis, donc sur cette question-là, le régime dévore ses propres enfants. Parce qu'il veut Hitler, dans tous les conflits qu'ont opposé le parti, la SA et même dans le parti, veut mettre fin, veut prendre la main définitive sur les oppositions possibles. Moi, je voulais juste revenir aussi sur un épisode, quand on parlait de confiscation tout à l'heure, je n'ai pas rebondi dessus, mais sur l'épisode où Röhm, c'est pas Röhm, mais c'est Göring, je crois, qui rentre dans le Reichstag avec justement en tenue militaire. Ouais. Il me semble qu'il n'y a pas Heines avec lui à ce moment-là, pas encore, je ne sais pas. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi cet événement, ce moment-là, quand il rentre dans le Reichstag? Alors il y a plusieurs moments, c'est-à-dire que là c'est des éléments de base de culture politique, mais qu'on a encore pour aujourd'hui. Quand on prend l'Assemblée nationale française, on voit bien que tous les jours, là c'est du small talk actuel politique, mais c'est important parce que les gens ne comprennent pas comment fonctionne un Parlement. Un Parlement, à l'époque, il y a des normes. Une assemblée, elle a ses propres règles. Elle a un règlement intérieur qui est extrêmement précis. Il y a des choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire. Donc on reproche à, j'en sais rien, François Ruffin de venir avec un maillot de foot ou de tel député de tel groupe de pas s'habiller comme il faut. Ça, c'est pas dans le règlement intérieur, encore que c'est plutôt des us et coutumes. Au Reichstag, à l'époque, tout le monde est en costume. C'est pour ça que ça pose la question de l'intégration des députés femmes. Bien avant Cécile Duflot, à qui on a reproché ses robes à l'Assemblée nationale, on a des discours complètement misogynes sur les femmes qui arrivent au Reichstag. Les nazis, eux, ils ont compris ça. Et donc, en 1930, quand ils ont 14 septembre 30, quand ils ont cette victoire, ils arrivent, les 107 députés arrivent en uniforme de la SA, en uniforme militaire. Ça, c'est interdit. On n'a pas le droit de porter un uniforme militaire. Et donc, c'est un énorme choc visuel et en même temps, ça dit ce que ça veut dire. Nous sommes l'esprit des tranchées. Alors qu'encore une fois, c'est tellement, quand on connaît l'histoire, c'est facile, c'est tentant de penser ça. Ah bah oui, ça y est, 14-18 rentre en politique. Mais il faut bien voir qu'en face, on a qui? Sur les rangs du SPD, on a Kurt Schumacher, qui a un bras en moins parce qu'il est mutilé de 14-18, qu'au SPD, dans le Centrum, le Parti catholique, etc., on a le même nombre d'anciens combattants. Donc c'est de la confiscation de la mémoire de 14-18, absolument démagogique. Et alors ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, ça marche peut-être plus sur nous que sur les gens de l'époque, parce que il y a des passages rigolos, mais il faut connaître la culture de l'époque. Il faut avoir lu les 36 000 pages des députés et des débats parlementaires. Je donne un exemple. À un moment donné, octobre 32, non, je sais plus, j'ai plus la date exacte. Il y a un mec du SPD qui parle au perchoir à l'Assemblée, et Goebbels lui crie « le parti des déserteurs ». Le parti des déserteurs. Goebbels, il est né en 97, encore une fois, il n'a pas fait 14-18 et tout. Et les gars, les autres députés qui sont anciens combattants, qui ont fait 14-18, le foutriquet, là, il essaye de leur apprendre 14-18, et il lui répond, et il répond au perchoir, il dit « merci, très cher collègue ancien combattant Joseph Goebbels ». En mode « attends mec, t'es qui ? Arrête. » Et donc voilà, et donc on a ce jeu là-dessus, sauf que malheureusement,
comme ensuite il y a le Troisième Reich, le mensonge se referme. Les nazis vont réussir à imposer ce narratif, ce récit de « nous avons été l'esprit des tranchées », alors qu'en fait, ils en sont un tout petit peu les représentants, et surtout les représentants les plus démagogiques. Donc ça, c'est intéressant. Donc pour ce qui est de l'uniforme, tous les nazis, pas que Göring. Göring, c'est un peu particulier parce que c'est un vrai héros de 14-18. C'était le successeur du baron rouge, Manfred von Richthofen. C'était un grand aviateur, et les aviateurs étaient très, très, très connus à l'époque. Et je dois dire aussi, pour ceux qui nous regardent et celles qui nous regardent, on fait parfois des erreurs. Göring, avant de devenir un gros plein de soupe, en fait, il est hyper beau. En 1918, il a un charisme incroyable, et donc il y a plein de cartes postales avec Göring à l'époque. Göring, évidemment, il joue de ça. Il débarque avec les médailles, etc., pour impressionner, en face de types à droite centriste ou gauche, qu'on fait bien plus que lui en termes de combat, quoi. Donc c'est une usurpation, c'est une confiscation totale, quoi. On arrive vers la fin de notre échange, réflexion. Moi, j'avais une question aussi sur l'aspect un peu idéologique aussi des deux partis, parce que je sais que Philippe Foreau, lui, l'aborde dans notre entretien sur l'aspect de l'homme nouveau. C'est quelque chose qui est assez présent dans le fascisme italien, même si Mussolini fait quelques références à l'Empire romain, reconstruire l'Empire romain, il est quand même porté vers l'avenir. Est-ce qu'on a ça aussi du côté de l'Allemagne nazie ou pas du tout? Alors, dans cette idée d'homme nouveau, elle a été analysée par Hannah Arendt, donc dans sa théorie du totalitarisme, qui compare l'Union soviétique et l'Allemagne, mais qui est parfois applicable aussi à l'Italie fasciste, et qui dit qu'effectivement, d'un côté, on a Homo soviéticus, Staline qui essaye de créer un homme soviétique qui serait un peu représenté par Alexei Stakhanov, le stakhanovisme, l'ouvrier modèle du plan de 4 ans, du plan de 5 ans en 4 ans soviétique. Pour ce qui est de l'Allemagne, c'est un peu différent. C'est-à-dire que la réponse est oui, il y a la volonté d'un homme nouveau, mais l'argument politique massif de 1930 à 1933, quand les nazis ne peuvent plus se contenter uniquement de parler d'antisémitisme matin, midi et soir parce qu'ils doivent conquérir une base électorale plus large, c'est pour ça que je disais que le syllogisme ne marche pas. Les Allemands sont beaucoup antisémites, les nazis le sont, mais ce n'est pas pour ça, en grande mesure, que les nazis vont gagner. Ils vont, avant de proposer un individu nouveau, ils vont proposer une communauté nouvelle, qui est la communauté du peuple, la Volksgemeinschaft. C'est un terme qui circule énormément à l'époque dans tous les partis politiques. C'est vraiment cette idée de recoudre le corps politique allemand, la nation allemande. Alors le mot hyper connu à l'époque, c'est Zerrissenheit, le déchirement allemand, déchirement entre religions, 2 tiers de protestants, 1 tiers de catholiques, déchirement entre lutte des classes, bourgeoisie, ouvriers, déchirement entre pro-républicains, anti-républicains. Et c'est un terme qui est très connoté, c'est vraiment nous sommes déchirés, nous sommes détruits, séparés, etc. Et tous les partis politiques vont revendiquer cette communauté du peuple. Sauf que pour les nazis, il y a cette espérance inclusive. On va tous être ensemble, on dirait identité nationale, on va dire pour dire vite aujourd'hui. On va se recentrer autour d'une nation, un peuple, un Führer, ein Volk, ein Reich, ein Führer, tout le monde ensemble. Mais dans le cas nazi, ce qui n'est pas vrai pour les autres partis, c'est aussi on va se réunir en bon à rien. Et en sortant de cette communauté nationale, les éléments halogènes, les ennemis raciaux qui sont les juifs, c'est pas dit forcément comme ça cache, mais évidemment, c'est compris dans la promesse nazie. Et donc, pour en revenir à cet homme nouveau, une fois que les nazis arrivent au pouvoir, non seulement ils mettent en place l'exclusion radicale, violente, définitive des 550 000 juifs allemands qui habitent, dont c'est la patrie, et qui se sentent allemands autant que juifs, voire plus allemands que juifs, etc. etc. Et ensuite, ils mettent en place tout un ensemble de choses qu'on retrouve dans d'autres en Italie fasciste, une construction du corps, déjà, le sport, les Jeux Olympiques de 1936, Leni Riefenstahl, un Allemand qui, à l'époque, les catégories biologiques sont complètement, n'ont rien de scientifique, mais un corps qui soit beau, musclé, des blonds aux yeux bleus, et donc l'arien racial devient cet homme nouveau. Donc il y a cette même promesse dans l'Allemagne nazie comme en Italie fasciste, il y a cette promesse d'un homme nouveau, mais j'aurais tendance à dire plutôt d'une communauté nouvelle. Ça se joue plutôt sur une question collective qui serait... parce qu'il y a tout un discours qui est vrai aussi pour le fascisme italien, et qui est difficile à saisir aujourd'hui, de destruction absolue de ce que le libéralisme politique du 19e a voulu faire de l'individu. La promesse du libéralisme politique au 19e, c'est la promesse de la défense de l'individu. On sort des monarchies, et pour beaucoup de régimes, on est encore en monarchie. Donc la promesse des Lumières, c'est la défense de l'individu. On ne comprend pas bien, vraiment pas bien, la puissance du fascisme et du nazisme
quand on ne comprend pas que face aux échecs de cette promesse individuelle, ils promettent une ascension collective. Le retour à une communauté organique. Et dans le terme allemand, c'est les deux termes très connus à l'époque, Gesellschaft, Gemeinschaft. La Gesellschaft, c'est la société, c'est Rousseau. On est tous individus, les Lumières, et on décide de s'associer ensemble. Ça, c'est totalement français. C'est de notre volonté, la nation est un plébiscite du quotidien, on se met tous ensemble et tout, on reste des individus. Et ça, Hitler le vomit. Il dit la Gesellschaft, c'est bon pour les Juifs, la société. Nous, ce qu'on veut, c'est une communauté organique, la Gemeinschaft. Ensemble, la Gemeinde, c'est aussi la communauté religieuse. Et donc, il faut bien comprendre que cet homme, cet arien, il n'existera pas en tant qu'individu. Il existera en tant que race et en tant que communauté nationale. Et ça, chez les nazis, c'est très très important. C'est une promesse collective. Une communauté nationale qui se fera sans les juifs, sans les juifs, sans les opposants politiques, sans les homosexuels, etc. Ça, c'est clair. C'est une communauté exclusive qui crée des ennemis intérieurs pour les nettoyer, nettoyer le corps symbolique, etc., le soigner. Très bien. Merci beaucoup, Nico. On a fait un bon tour. Merci, Lorive. C'était très bien. Merci à la librairie Mola pour l'accueil. Effectivement, incroyable. Pour ceux qui nous regardent sur la version longue, effectivement, sur Rivenzi, le cercle de l'histoire, merci beaucoup à la librairie Mola qui nous a accueillis. Et puis merci à toi, Nico, de nous avoir donné du temps. À bientôt. Et à bientôt pour une nouvelle pour une nouvelle aventure. Abenteuer, une nouvelle aventure.